Whether I earned your vote or not, I have listened to you. I have learned from you. And you've made me a better president. And with your stories and your struggles, I return to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future that lies ahead. It doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Il est 22 h à Paris, 16 h à New York. C'est la première journée du mandat Obama 2. Et après les félicitations venues du monde entier apparaissent, eh bien les premières questions. Quel visage aura cette seconde présidence Obama? Et surtout, quel impact sur les équilibres dans le monde? Un rapport de la CIA apparaître dans quelques jours, mais dont les conclusions ont déjà filtré. Imagine 3 scénarios pour les années à venir, du plus optimiste jusqu'au plus apocalyptique. Nous analyserons cette vision de l'avenir du monde avec de nombreux invités ce soir. Et puis autre question, autre thème, que peut-on attendre de l'économie américaine encore en convalescence? Celle-ci montre néanmoins des signaux positifs. L'Europe pourrait-elle en profiter alors que Bruxelles prévoit de sombres perspectives pour la zone euro et pour la France en particulier? Analyse notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Enfin, vous le savez, une nouvelle présidence, c'est toujours une nouvelle histoire. Alors quel récit ont imaginé les spin doctors de Barack Obama pour cette nouvelle page qui s'écrit sous nos yeux? Élément de réponse ce soir. Voilà pour le programme, merci d'être en notre compagnie. Et avant d'aborder toutes ces questions, on va tout de suite regarder bien en détail les résultats qui s'affinent de l'élection américaine avec Cécile Sixou. Attendant leur champion, la foule des 15 000 supporters réunis à Chicago est en liesse. Il lui fallait 270 voix de grands électeurs. En obtenant pour le moment 303 mandats, le candidat Obama remporte haut la main l'élection américaine. Le scrutin s'annonçait pourtant serré. Au niveau national d'ailleurs, Obama ne devance Romney que d'un cheveu, 500 000 voix sur 250 millions d'électeurs. Mais en raflant une partie des swing states, les États indécis, il s'offre un second mandat. Dans son escarcelle, l'Ohio et ses 18 grands électeurs. Il remporte également l'État clé de la Virginie, fort de 13 voix. Son nouveau bail à la Maison-Blanche, Obama le doit également au vote ethnique. À 71%, les Latinos ont voté pour lui, de même pour 93% des Afro-Américains. La communauté blanche, en revanche, s'est portée à 59% en faveur de Mitt Romney. À Boston, autre ambiance, au QG républicain, les mines sont défaites. Nous sommes dévastés. Nous pensions vraiment que Mitt était l'homme qui pourrait régler les problèmes dans le pays. Certains quittent même la salle avant le discours de Mitt Romney, venu reconnaître sa défaite. Je viens juste d'appeler le président Obama pour le féliciter de sa victoire. Je salue également sa campagne et ses supporters. Mitt Romney a également remercié sa famille et ses supporters. Et les félicitations viennent du monde entier, du chaleureux message du président Hollande en passant par le tweet du Britannique David Cameron jusqu'aux félicitations des Russes et des Chinois. Sur les différents continents, les réactions officielles affluent pour féliciter le nouveau président reconduit, mais aussi pour lui dire que les attentes sont grandes. Gabriel Châtelain. Le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, et le Premier ministre britannique David Cameron sont parmi les premiers à féliciter Barack Obama via les réseaux sociaux. Les autres alliés proches des États-Unis, Israël, le Canada, expriment également leur satisfaction. En France, François Hollande salue un choix clair en faveur d'une Amérique ouverte et solidaire, à l'instar de ses partenaires européens. La Russie et la Chine, elles aussi, se sont empressées de féliciter le président réélu. Quand les résultats sont tombés, le président Hu Jintao et le premier ministre Wen Jiabao ont adressé un message de félicitations au président Obama pour sa réélection en tant que président des États-Unis.
En Afrique, un petit village s'est particulièrement ému de la victoire de Barack Obama. C'est celui de sa grand-mère au Kenya. Depuis 4 ans, les habitants de Kogelo considèrent Obama comme l'enfant du pays. Ils sont parmi ses plus grands fans. C'est plus important que la première fois parce qu'il y est retourné une seconde fois et a de nouveau gagné. Et parmi les défis qui attendent Barack Obama, un défi de taille, travailler avec un congrès où la polarisation des deux partis a ralenti ou empêché la mise en œuvre de certaines de ces réformes. Et pourtant, le contexte économique est tel qu'une coopération est indispensable. On voit tout cela avec Simon Barbary. Cette nuit, les Américains ont élu un président, mais pas seulement. Comme tous les 2 ans, ce sont un tiers des sièges du Sénat et la totalité des sièges de la Chambre des représentants qui ont été renouvelés. L'enjeu du scrutin est de taille car Barack Obama a besoin du soutien des 2 chambres du Congrès pour faire passer des réformes urgentes. Au Sénat, tout d'abord, selon les dernières projections, les démocrates n'obtiennent que 53 sièges sur 100. Mais avec moins de 60 sièges, la majorité est trop faible. Elle s'expose à une possible obstruction parlementaire. Pire, à la Chambre des représentants, les républicains gardent leur majorité acquise en 2010. Sur 435 sièges, ils en remportent 232 contre 191 pour les démocrates. Cette cohabitation pourrait se transformer en catastrophe économique. Les membres de la Chambre des représentants ont jusqu'à la fin de l'année pour se mettre d'accord sur des réformes destinées à réduire la dette publique, une dette estimée à plus de 16 milliards de dollars. L'urgence est telle que le candidat des faits Mitt Romney a appelé cette nuit à l'unité. Si aucun accord bipartisan n'est conclu, la première puissance mondiale pourrait alors se retrouver en défaut de paiement. Et nos plateaux sur le 22h avec nous ce soir, Daniel Vernet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des relations internationales, ancien directeur, je le rappelle, de la rédaction du quotidien Le Monde et vous êtes l'auteur de ce livre, La Chine contre l'Amérique, le duel du siècle, aux éditions Grasset. Également avec nous, Gérard Olivier, bonsoir. Gérard Olivier, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez, je crois, un pied en France et aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de ce livre, Mitt Romney, pour le renouveau du mythe américain. Ce ne sera pas avec lui, mais on en parlera quand même. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Sonia. Et comme tous les mercredis soirs, quel que soit le temps, quelle que soit l'actualité, Hervé Baudry, bonsoir. Hi, Sonia. Hi, caricaturiste chez RU 89. Vous allez bien? Très bien. Alors, nous allons parler, messieurs, pour commencer, des grands défis à venir avec un nouveau mandat. Il y a toujours des défis importants. Je voulais d'abord vous faire réagir à un document qui sera bientôt rendu public, mais dont les conclusions ont déjà fuité ce soir à Washington. Il s'appelle le Global Trends 2030. C'est un rapport, en fait, de la CIA. Vous le connaissez peut-être, d'une branche en particulier de la CIA, je vais le préciser aux téléspectateurs, qui s'appelle le National Intelligence Council et qui élabore les grands scénarios des 20 ans à venir. Alors, c'est une vision de l'avenir du monde. On va regarder ensemble les 3 scénarios possibles de ce document. Scénario 1, c'est le plus optimiste et le moins probable selon la CIA. C'est ce qu'ils appellent la coopération. Donc une coopération pacifique entre les États-Unis et la Chine et l'émergence finalement d'un monde fraternel. Scénario 2, c'est celui qui a été retenu par la CIA, c'est la désintégration. Ce scénario parie sur la dislocation, disent-ils, d'une partie du monde. Ça peut être l'Inde, l'Europe ou le Moyen-Orient. Invoque un rôle important des États-Unis sur la scène internationale. Et enfin, le dernier que l'on a vu, c'est le retour en arrière. Là, c'est l'apocalypse avec l'émergence de nombreux conflits dans le monde et une perte de capacité des États-Unis à se projeter. Voilà les 3 scénarios de la CIA et le vôtre. Je ne vais pas choisir entre les 3, c'est extrêmement difficile, mais il est du devoir, d'une certaine façon, et en tout cas c'est le rôle de la CIA et d'autres institutions qui réfléchissent à ce que pourrait être l'avenir du monde, l'avenir du système international, d'envisager tous les scénarios, y compris le scénario le pire. Parce qu'il faut prendre des précautions au cas où ce scénario catastrophe se réaliserait. Alors le problème avec, alors peut-être on parlera des relations, plus particulièrement des relations avec la Chine, le problème avec ce genre de scénario, c'est que quand on se prépare au scénario du pire, on contribue à l'arrivée de ce scénario. Donc il faut être extrêmement prudent avec ce genre de
bon, c'est pas vraiment des prévisions, mais enfin avec ce genre de spéculation. Gérald Olivier, vous connaissez ce Global Trends? Je crois que c'est chaque 4 ans ou 5 Oui, ans qu'il est publié par la CIA. C'est une publication régulière. La CIA, c'est une agence de renseignement, oui. Donc c'est une agence d'études et d'information qui fait des projections. Public, ce voilà, parce que la projection fait partie de l'information. Ces 3 scénarios, cependant, ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils nous disent tous que le monde unipolaire est fini et que le monde bipolaire ne se précise pas forcément. Par contre, on est sur un monde multipolaire où la puissance américaine est devenue toute relative. Et ça, c'est quand même la caractéristique du premier mandat, et ça sera peut-être celle du second mandat de Barack Obama. Barack Obama, je l'ai écrit, est pour moi un président du 21e siècle. Et l'Amérique n'est plus la Shining City upon the Hill, ce n'est plus le phare éclairant le monde et menant le monde libre, c'est un pays avec des alliés, des partenaires qui travaillent de façon multilatérale. Alors on va en parler en détail. Jean-Louis? J'ajouterais à cela que c'est un pays qui est devenu pessimiste, parce qu'en fin de compte, c'est un scénario de la CIA, n'est-ce pas? Et il est très américain par rapport à la tonalité actuelle qui règne aux États-Unis. J'ai toujours été frappé, personnellement, par l'optimisme des Américains. Et je suis donc d'autant plus frappé par le pessimisme qui s'est développé à l'intérieur de cette campagne, et notamment dans le camp Romney, qui a beaucoup parlé des problèmes du déclin de l'Amérique, qui est un thème récurrent aux États-Unis. Déjà avec l'Union soviétique, on le voyait, mais là, on a l'impression, après la guerre du Vietnam, l'apogée, si je puis dire, de cette déclin. Mais il revient, c'est-à-dire il revient notamment à travers les questions de la conjoncture. Donc je ne suis pas étonné que la CIA, quelque part, elle est un peu un thermomètre de ce qui se passe aux États-Unis et qu'elle privilégie un scénario comme la désintégration. Il n'y a plus qu'à aller se coucher, quoi. Or, on va pas le faire tout de suite. N'écoutez pas Jean-Louis, restez avec nous pour notre édition ce soir. Daniel Vernet, je lis la première phrase de votre livre. Bon, je l'ai choisi exprès. La Troisième Guerre mondiale commencera-t-elle en Asie? Point d'interrogation. 2 titans s'y défient, évidemment. Les États-Unis et la Chine. C'est le thème de votre livre. Les 2 géants s'observent, se jaugent, se toisent. Oui, la difficulté pour analyser cette situation, c'est que les relations entre la Chine et les États-Unis sont extrêmement complexes, ambivalentes, équivoques. Les États-Unis et la Chine sont en même temps des partenaires, des rivaux, des adversaires, parfois des complices. Et donc, ça crée une situation extrêmement mouvante. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'il y aura une confrontation entre cette puissance montante qu'est la Chine, qui est devenue la 2e puissance économique du monde. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, pour aller dans le sens de ce que vous disiez sur l'espèce de pessimisme américain, c'est que une grande majorité, je crois que c'est plus de 60% des Américains, croient que la première puissance économique du monde, c'est la Chine, alors que ce sont toujours les États-Unis. Donc, cette puissance montante qu'est la Chine et la puissance établie, peut-être puissance déclinante, on peut en discuter, que sont les États-Unis. Et là, il y a, je crois, un terrain pour une confrontation. Gérald Olivier, la Chine a félicité évidemment le président américain à travers la voix de Hu Jintao, mais la Chine a été maltraitée dans cette campagne sur fond de déclin de l'industrie américaine. La Chine a été accusée notamment de voler les emplois des Américains et surtout a été maltraitée par qui? Par le républicain Mitt Romney, qui en a fait sa cible, son punching ball presque à certains moments. Il pensait manifestement que le China bashing, comme on dirait aux États-Unis, taper sur la Chine, était un argument électoral. Il faut croire qu'il n'était pas si convaincant que cela, puisqu'il n'a pas réussi à passer. Néanmoins, la Chine, c'est d'abord un partenaire, c'est un rival. 25% des exportations chinoises vont vers les États-Unis. Donc les 2 pays ont besoin l'un de l'autre. Et il faut bien comprendre aussi chez Mitt Romney qu'il y a la rhétorique et qu'il y aurait eu la politique, s'il avait été élu, qui aurait été bien différente. On l'a vu lors du 3e débat consacré à la politique étrangère. Il y a un soupçon de regret dans votre voix? Je pense que si on parlait de déclin tout à l'heure, vous savez, l'avantage du déclin, c'est qu'il permet le sursaut. Et les Républicains attendaient Mitt Romney pour ce sursaut. Et le fait que Mitt Romney n'ait pas été élu montre que ce sursaut n'aura pas lieu. On se retrouve en fait aux États-Unis avec la même situation où on était hier matin, si ce n'est qu'on a un bail de 2 ou 4 ans devant nous. Mais rien n'a changé. Le même président, le même Sénat, la même Chambre. Bon, on va voir. Peut-être qu'il y a... D'ailleurs, vous avez été déçu, vous nous direz pourquoi, par le discours de Barack Obama. On parle beaucoup de la Chine aussi, et Jean-Louis, je vais le préciser, parce que demain, quand même, s'ouvre, et c'est très important, le 18e congrès du Parti communiste, avec très probablement Xi Jinping à la tête du parti, et en mars, il sera à la tête du pays. Alors, c'est une concomitance qu'on peut souligner quand même. Les 2 géants du siècle choisissent leurs dirigeants.
Enfin, choisissent presque pour les Chinois. En étant divisés. C'est ça qui me frappe. C'est que l'élection américaine aujourd'hui a montré quelque chose qui est frappant, c'est la division du peuple américain sur des questions de fond. C'est-à-dire qu'on a toujours été divisé sur des questions diverses. Or, en Chine, on ne sait pas évidemment ce qui se passe fondamentalement, mais on a bien l'impression que les règlements de compte qui s'opèrent entre les personnes reflètent sans doute un débat extrêmement violent sur la stratégie à suivre. Et c'est vrai que la Chine se trouve devant un certain nombre de problèmes économiques qui sont masqués par des taux de croissance et des réussites assez exceptionnelles, mais faut-il continuer sur tout export ou faut-il développer le marché intérieur? Quel est l'équilibre entre communisme et capitalisme? Enfin, c'est des choses extrêmement compliquées, extrêmement ardues. Elle est à l'heure des choix. Et au sommet de l'État, il semble bien qu'il y ait un débat et qu'il y ait certainement des confrontations violentes. Et en même temps, du côté américain, on voit là aussi des divisions au sein même du peuple américain et sans doute dans la hiérarchie de l'administration américaine, ce qui fait qu'on est devant deux géants qui ne sont pas unis, chacun de leur côté, sur une même stratégie. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Regardez, Hervé Baudry a croqué, caricaturé ce choc des titans entre l'ennemi de McDo. C'est peut-être le restaurant chinois. Daniel, je vais vous redonner la parole sur ce sujet. Je voudrais revenir à ce que vous disiez, Gérald Olivier. Vous avez évidemment, on a tous écouté le discours de Barack Obama, 20 minutes ce matin, où quand même sa famille avait une place très importante. Mais il faut le dire, il n'y avait pas grand-chose sur les réformes à venir. Et vous vous êtes posé cette question que j'ai lue, Where's the beef? Expliquez-nous. Where's the beef? C'est une expression qui avait été utilisée par Walter Mondale dans la campagne de 1984 contre Gary Hart pour la nomination démocrate à l'époque à la Maison-Blanche. Et ce qu'elle voulait dire, c'est où sont les programmes, où sont les projets, qu'est-ce qu'il y a de concret dans ce que vous nous dites. La réélection de Barack Obama a eu ceci de particulier que lorsque l'on est président sortant et que l'on demande un second mandat, eh bien, l'élection devient un référendum sur son premier mandat. Est-ce qu'on mérite d'être reconduit? Donc, on examine à la fois les politiques que l'on a fait et les projets que l'on a. Or, la campagne ne s'est pas du tout déroulée comme ça. Les démocrates ont totalement retourné les tables contre les républicains et la campagne a été une mise en procès des projets républicains comme étant beaucoup trop radicaux. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, lors du tout premier débat, la question était que feriez-vous pour promouvoir l'emploi et résoudre la question du chômage? Et Obama n'a pas su répondre. Au contraire, il a attaqué Romney sur son programme. Donc hier, on a eu le résultat de cela. Obama a dit j'ai grand espoir, le meilleur nous attend, mais il n'a pas dit comment on allait y arriver. Regardez, il vaut vraiment le coup ce dessin d'Hervé. Romney rentre à la maison, mythe errant. Quel beau. Romney n'est pas un SDF quand même. Non, ça, il est loin, très loin de l'être. On va remercier Gérald Olivier d'avoir été avec nous. Je vais vous libérer. On va rappeler ce livre, Mythe Romney pour le renouveau du mythe américain. Il est intéressant à lire parce que c'est quand même une partie de l'Amérique qui a voté pour lui, qui a donc des idées qui ont infusé. Donc c'est très important aussi de voir quel était ce programme et son fondement. Le pays est divisé, c'est très vrai. Le pays est divisé. Et le pays est divisé. On va continuer à en parler avec nos invités. On va donc poursuivre cette édition avec maintenant un petit moment, je vais vous le proposer, de détente et de bonne humeur avec un tour d'horizon, des vidéos parodiques qui ont marqué cette élection. C'est un tour en chanson. Regardez. Obama style. Obama style. Obama style. I'm Mitt Romney. Let's go party. I'm a Romney girl in a Romney world. He's so plastic. It's fantastic. Silver tip your hair. Tax shelters everywhere. Outsource nation. Vain is his creation. Please stand up. Boom, boom. I'm Mitt Romney, and I'm the real Romney. While the other Mitt Romneys are just masturbating. So with the real Mitt Romney, please stand up. Please stand up. Please stand up. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas réagir sur ces vidéos. J'accueille notre journaliste et spécialiste du web, Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. L'élection de Barack Obama a été commentée comme jamais sur les réseaux sociaux. Et oui Sonia, and the winner is Twitter, du jamais vu, un record absolu. Plus de 31 millions de tweets échangés l'année dernière avec des pics, la nuit dernière avec des pics à plus de 300 000 tweets par minute. Alors l'avènement, la réélection, je vais y arriver, de Barack Obama aurait été l'événement le plus tweeté de l'histoire, loin devant le Super Bowl, vous savez, la fameuse finale de foot américain. Alors la victoire
victoire d'Obama marque incontestablement le sacre de Twitter et signe de cette consécration. Le président américain a réservé sa première réaction à ses 22 millions de followers avec ce tweet « This happened because of you, thank you ». Cela s'est fait grâce à vous, merci. Suivi d'un autre tweet avec ces mots « 4 ans de plus » et une photo de Barack et Michelle enlacés que l'on voit à l'image. Une belle déclaration d'amour, il n'a jamais tant aimé que ce jour-là. Oui, sauf que la photo date d'août dernier, hein, il faut quand même le préciser. Mais elle a enflammé les internautes puisque la photo a été retweetée plus de 600 000 fois. Et donc Barack Obama a détrôné, savez-vous Sonia, Justin Bieber. Et sur Facebook aussi, la photo a été likée, aimée plus de 3 millions de fois en quelques heures. Incroyable. Alors Caroline, la diplomatie s'active également sur Twitter. C'est ça ce qui est incroyable aussi, c'est que des chefs d'État ont choisi de féliciter Barack Obama via ce réseau social. Oui, c'est le cas de David Cameron. Le Premier ministre britannique a en effet adressé ses chaleureuses félicitations via Twitter. Alors moins connecté, François Hollande lui a écrit une lettre au président américain. Alors une lettre quand même qui a été photographiée et postée sur le compte de l'Élysée, mais c'est quand même une drôle de manière de gazouiller. Les stars américaines n'ont pas été en reste. Lady Gaga, fidèle à elle-même, a tweeté une incompréhensible onomatopée. Ça fait ou quelque chose d'approchant avant de se reprendre très vite et de faire un tweet plus explicite. Félicitations, Mr. President. Le rappeur P. Diddy s'est quant à lui exprimé 4 ans de plus, putain, qui n'est pas sans rappeler le putain 2 ans, quand même, de la marionnette de Jacques Chirac des Guignols. Et puis, il y a ceux qui ont poussé des cris d'orfraie, comme le milliardaire Donald Trump, opposant farouche à Obama, qui tweet « Cette élection est une imposture, une parodie. Marchons sur Washington pour arrêter cette mascarade. » Un appel à la révolution, rien de moins, bon, quand même à pas prendre au pied de la lettre tout de même. Et Caroline, est-ce qu'on sait quel a été l'impact de ces réseaux sociaux sur le résultat final? Alors c'est toujours assez difficile à dire comment cette mobilisation sur le net se traduit concrètement dans les urnes. Toujours est-il que les médias sociaux et notamment Twitter auront été un acteur majeur de cette campagne en 2012. Il faut dire quand même que les républicains avaient comblé leur retard en 4 ans, mais Barack Obama, avec son équipe de quand même 750 personnes pour le digital, a gagné le match sur le web. Il a massivement investi l'ensemble des réseaux sociaux. Il a collecté au passage aussi des centaines de milliers de données ciblées pour mieux mobiliser les indécis. Mais alors, outre les réseaux, la campagne, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, aura aussi été marquée par une bataille de vidéos sur le web, dont beaucoup de clips parodiques comme Mitt Romney Style ou le train de vie du candidat républicain à la sauce Gangnam Style. Vous savez donc ce tube planétaire du chanteur sud-coréen Psy. Une vidéo qui, vous contestez Jean-Louis le terme de chanteur, une vidéo quand même qui a été vue pour la parodie en tous les cas sur Mitt Romney plus de 14 millions de fois sur YouTube. Je vous propose de regarder un extrait. Allons-y. Mitt Romney style. Romney style. Mitt Romney style. Wealthy ladies. Mitt Romney style. Wealthy ladies. Kissing babies. Mitt Romney style. Mitt Romney style. Jean-Louis maintenant. C'est à Jean-Louis d'enchaîner. D'enchaîner, mais quand même Sonia, si vous voulez buzzer, il va falloir vous mettre au Gangnam Style. Ça va venir très vite. Regardez, on va regarder aussi le dessin d'Hervé. La nuit américaine de Sarkozy. Il se dit, mais quel baraka quand même ce Barack. Et oui, qui est le président qui a survécu à la crise. We will win.
Et il y en a un des deux qui n'a pas gagné. Exactement. Je remercie encore Caroline. Merci. La suite de notre édition. À présent, on va parler des dossiers économiques. Bien sûr, la campagne électorale l'a montré. L'emploi, la croissance, la reprise espérée, ce sont les préoccupations numéro 1 des Américains, comme d'ailleurs des Français et des Européens. Sur ce plan, l'économie américaine est en pleine convalescence. Il y a quelques signes positifs, des frémissements, mais le déclic, le vrai, est encore attendu. Revue des grands dossiers économiques et aussi politiques sur la scène internationale avec Paul Bouffard. Les grands dossiers s'entassaient déjà dans le bureau ovale et cette fois, Barack Obama ne bénéficiera pas d'un état de grâce. Il est à nouveau à la tête d'une Amérique convalescente. Face au licenciement, à la dette et à la récession, la lutte contre le changement climatique n'est plus à la mode. Cependant, le locataire de la Maison-Blanche ne doit pas se déconnecter des questions énergétiques. Énergie renouvelable peut-être, mais surtout sable bitumineux et gaz de schiste. Les États-Unis visent une autosuffisance énergétique. Autre chantier, celui des affaires étrangères, peu discuté pendant la campagne, pourtant il est primordial, notamment celui de l'expansion chinoise. Le Pacifique devenu nouveau centre géopolitique du monde, la Maison-Blanche devra se redéployer sur la zone. Militairement bien sûr, mais surtout économiquement. Le marché de plus d'1 milliard de consommateurs ne peut être négligé. Avec le retrait en 2014 d'Afghanistan, les États-Unis achèveront les guerres de l'ère Bush. Barack Obama doit garder un œil sur la région, notamment sur le dossier brûlant du nucléaire iranien. Il lui faudra éviter une frappe israélienne sur Téhéran. Mais le défi principal de sa réélection sera de relancer l'emploi. Plus de 23 millions d'Américains sont au chômage, soit 7,9% de la population. L'enjeu numéro 1 pour le président sera de relocaliser l'emploi sur le territoire national et surtout l'emploi manufacturier. Faire que l'industrie américaine reprenne vie, notamment dans les grands États comme l'Ohio. Autre priorité pour le président, la reprise. Et le mot n'est plus tabou outre-Atlantique. Mais pour cela, il devra tendre la main aux républicains et éviter le fiscal cliff, le déclenchement automatique des coupes budgétaires et hausses d'impôts prévues au 1er janvier. Rapidement, l'oncle Sam devra faire des économies, 1000 milliards sur 10 ans. Voilà, nous parlons à présent de ce dossier très important, l'économie, la santé de l'économie américaine et ses conséquences. Jean-Louis, l'économie américaine, on l'a dit, est en pleine convalescence. On n'oublie pas que la crise mondiale est partie des États-Unis. Mais est-ce que ce sont eux aussi les premiers qui ont réussi à amortir le choc ? Écoutez, si on prend les chiffres quand même, on a beaucoup parlé des échecs économiques et sociaux de Barack Obama. Mais dans les pays de l'OCDE, membres de l'OCDE, c'est l'un des seuls, il y en a deux. C'est l'Allemagne et lui, qui ont rattrapé le niveau de 2007 en matière de PIB. Ils sont même largement au-dessus du niveau. Sur la production industrielle, ils sont là aussi à peu près au niveau de 2007. Rappelons que l'Union européenne, elle, est 12%. Toujours en dessous en termes de production industrielle du niveau de l'avant de la récession. Alors ce qui est vrai, c'est que le taux de chômage, il a quand même nettement baissé puisqu'il dépassait les 10% au moment du pic de la crise et qu'aujourd'hui il est à peu près à 7,8%, alors qu'en Europe il est à 11%. En revanche, ce qui est exact, c'est que le déficit budgétaire a explosé, la dette publique américaine elle a percé tous les plafonds qui étaient prévus. Donc il y a une dégradation financière des États-Unis qui semble être grave et qui va être le premier problème auquel devra s'atteler Barack Obama. Mais la situation économique en tant que telle n'est pas si mauvaise. Et on va préciser, Daniel Vernet, que la réélection de Barack Obama est synonyme aussi du maintien de Ben Bernanke à la tête de la Fed. Et donc, c'est la poursuite du programme de soutien quantitatif à l'économie américaine, puisque Mitt Romney voulait sa tête. Oui, la politique d'Obama, la politique économique d'Obama, mais je parle devant un spécialiste, alors j'ai quelques scrupules à aller beaucoup plus loin, je pense est un peu à l'opposé de ce que fait l'Europe et de ce que fait la Banque centrale européenne. Et donc, je crois que c'est important, en effet, que le président de la Réserve fédérale reste en place et poursuive, en tout cas pour les États-Unis, poursuive la politique qui a été amorcée. La question est de savoir si l'Europe va se diriger dans la même direction ou bien va continuer à insister sur la réduction de la dette publique. Bon, évidemment, les Européens, les pays européens ne sont pas dans la même situation que
les États-Unis, où les États-Unis peuvent finalement vivre avec une dette assez importante, puisque justement les Chinois sont là pour la financer d'une manière donc choc, finalement... mais aussi vraiment interdépendance entre les deux géants. Jean-Louis, on regarde le dessin d'Hervé. Non, Barack Obama n'aura vraiment pas besoin du rapport gallois, je crois. Non, il n'a pas. Non, non. Mais plus sérieusement, François Hollande, il espère un retour de la croissance quand même pour 2013 et il semble attendre beaucoup de cette reprise américaine. Est-ce que nos économies sont tellement interdépendantes? Est-ce que si ça frémit aux États-Unis, ça peut bouger en Europe et en France? Écoutez, ça frémit actuellement aux États-Unis, mais ça ne bouge pas chez nous. Ouais. Donc, il faut voir les dernières années. Les États-Unis sont quand même sur un taux de croissance qui, évidemment, par rapport aux heures de gloire, apparaît très très faible, puisqu'ils sont juste 2%, un petit peu plus de 2% de croissance. Et nous sommes en récession, je parle de la zone euro dans son ensemble. Donc si on devait véritablement profiter de la reprise américaine, cela aurait déjà été fait. En réalité, les États-Unis ont un rôle considérable dans le monde, mais n'ont pas un poids dans le PIB européen suffisant pour attirer et pour tirer la croissance européenne. Donc je ne crois pas qu'il faille véritablement compter là-dessus. Il faut plus compter sur les réformes structurelles que pourrait engager Obama sur son assainissement financier, sur la régulation financière à laquelle il tient et qu'il n'a pas pu faire lors de son premier mandat pour espérer quelques bénéfices. Mais peut-être que le président français va chercher la croissance où elle se trouve, c'est-à-dire en Asie, Daniel Vernet, puisque François Hollande était il y a quelques jours au Laos, c'était au 9e sommet, donc on le voit, du forum Asie-Europe, et face à des Asiatiques qui bénéficient quand même toujours d'une croissance qui est insolente, il les a rassurés sur les perspectives économiques du vieux continent. Je ne sais pas s'il les a convaincus. Alors, je ne sais pas non plus s'il les a convaincus, mais c'est effectivement un signe important qui doit être noté, le fait que François Hollande se soit déplacé pour aller à cette réunion entre les pays d'Asie et l'Europe qui avait lieu donc au Laos. Ni le Premier ministre britannique, ni la chancelière allemande n'ont fait le voyage. Alors c'est un signe, je crois, qui est important. Alors le message que François Hollande a donné à ses partenaires asiatiques, c'est d'une part, comme vous l'avez dit, que l'Europe est en train de maîtriser ses problèmes, de régler la crise économique et financière. C'est peut-être un petit peu optimiste. Ça voulait dire venez, investissez en Europe. Et puis aussi, message peut-être subliminal, si vous voulez bien nous aider aussi à surmonter nos problèmes de dette, vous êtes les bienvenus. Les pays asiatiques sont assez réticents, hein. Ils sont prudents parce qu'ils se demandent si c'est vraiment un investissement qui vaut la peine d'être fait. Et par exemple, les Chinois continuent à acheter des bons du Trésor américain, donc à financer la dette américaine dans des proportions qui n'ont rien de comparable avec ce qu'ils font avec l'euro, par exemple, hein. Et le deuxième aspect de la question, c'est qu'effectivement, le bassin Asie-Pacifique est la région qui a le potentiel de croissance actuellement le plus fort, et il est important que les Européens soient beaucoup plus présents qu'ils ne le sont actuellement. Donc c'est une démarche positive, nécessaire de la part du président français. Encore une fois, c'est un signe positif. Voilà. Est-ce que ça sera suivi des faits? Est-ce qu'on a les moyens, la France, les Européens, et malheureusement les Européens sont désunis. Simplement pour dire que les États-Unis s'intéressent en priorité à l'Asie, et l'Asie s'intéresse en priorité aux États-Unis. Et là, il faut bien voir que des deux côtés, on n'est pas la priorité. Alors, on s'achemine à présent vers la dernière page de ce 22h, le temps de jeter un coup d'œil. Mais regardez, il n'y a pas besoin de commentaires sur la caricature d'Hervé, regardez. Ouais. J'ai illustré un petit peu les propos de Biden. J'ai triché, il a dit, voilà... On a tué Ben Laden, mais on a ressuscité General Motors. Donc, exactement. Alors on s'achemine vers la dernière page de ce 22h. Et un autre thème à présent important, c'est une nouvelle présidence, même si elle s'inscrit dans la continuité. Et c'est toujours, quand il y a une nouvelle présidence, une nouvelle page qui s'écrit et surtout une nouvelle histoire qui se raconte. C'est ce que pensent en tous les cas les spin doctors. Ce sont ces spécialistes d'images et de récits qui vont une nouvelle fois raconter, imaginer une histoire autour de ce second mandat de Barack Obama et autour de l'homme aussi. On voit tout cela avec Marie Brémaud. C'est sa soirée, sa nuit. Sans doute encore plus qu'il y a 4 ans, car le 44e président des États-Unis connaît déjà le poids de l'exercice du pouvoir. Le flamboyant et révolutionnaire Barack Obama, découvert par des millions d'Américains en 2008, n'est plus.
Ses habits de président durant 4 ans l'ont quelque peu usé. Cela était apparu très clairement lors du premier débat contre son adversaire Mitt Romney. Mais celui qui démarra en politique comme sénateur de Chicago est un compétiteur dans l'âme. Peu importe la force de la tempête, nous rebondissons. Dans les temps les plus difficiles, nous sommes tous ensemble. Nous nous élevons et nous chutons ensemble, en tant que nation et en tant que peuple. Et des tempêtes, il en a affronté, pour notamment mener à bien l'Obamacare, la réforme de santé. Les 2 premières années de son mandat furent prolixes, réforme des finances ou encore retrait des troupes d'Irak. Des prises de position fortes et symboliques, mais le président a dû faire preuve de plus de consensus ces derniers temps, et notamment car depuis 2010, il doit composer avec une majorité républicaine à la Chambre des représentants. Fils d'un Kényan et d'une Américaine, Barack Obama incarnait l'American Dream il y a 4 ans. C'était le premier président noir à accéder au bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette nuit, Barack Obama a réitéré l'exploit. Et la suite du 22h spécial États-Unis avec toujours Daniel Vernet, Jean-Luc Gombaud et Hervé Baudry. On accueille Philippe Lenchener. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Philippe, vous êtes à la tête de McCann France, vous êtes spécialiste de la communication politique. Alors, sur le plan humain, Barack Obama n'est pas différent, mais ce n'est plus tout à fait le même. C'est un homme qui a connu l'épreuve, la violence du pouvoir, les tempêtes, les crises. Est-ce que c'est une nouvelle histoire qui va être désormais tissée autour de lui ? Si on en croit la façon dont il a communiqué pendant cette élection, oui, ça va être une histoire plus collective, ça va être moins le Messie dont on pouvait tout attendre, mais au contraire un grand rassemblement de l'Amérique et des Américains derrière le forward, donc le fait de continuer d'avancer. C'est-à-dire que durant cette campagne, si on veut caricaturer, utiliser des formules, il y en a une qui est quand même très très juste, c'est que Mitt Romney a essayé de parler de l'Amérique, alors que Barack Obama lui aura parlé à l'Amérique. Et c'est un petit peu différent pour pas dire beaucoup, et ça peut expliquer beaucoup du basculement. Et ce sera une volonté intégratrice à mon avis, c'est-à-dire que il y a une chose très très claire, c'est que, vous savez, on dit toujours en France, et moi je me suis toujours élevé contre ça, mais on dit qu'on perd une élection quand on défend son bilan. C'est une bêtise absolue. On perd une élection quand son bilan n'est pas mis en perspective. Là, si vous regardez bien, et on va recoller avec cette histoire de parler à l'Amérique. Quel que soit le bilan, la manière de le présenter, eh bien, peut je se ne changer. dis pas quel que soit. Je dis Ça que va dans donner ce d'espoir à cas-là, beaucoup, hein. non, je dis que dans ce cas-là, regardez, on va être très très simple. On sauve l'industrie américaine de la voiture, General Motors. Donc, ça veut dire que c'est une façon de croire au fait que la classe ouvrière a quelqu'un qui veille sur lui. Et lorsqu'ensuite vous devez vous concentrer sur les votes de l'Ohio, bah, brusquement vous avez 44% des ouvriers qui votent pour vous, alors que 35% seulement vont voter pour Romney. De la même façon, quand vous répétez durant cette campagne que vous avez fait la réforme de la santé, ça veut dire que les Latinos, que les Afro-Americans vont voter pour vous. 77% du vote des Latinos. Et vous ne pouvez plus gagner des États comme le Nevada, des États comme le Nouveau-Mexique, des États comme la Floride, sans cela. Et le seul moment où il a été en prospective, il a parlé bien évidemment du futur grand chemin qui était l'éducation. Quand vous parlez de l'éducation, vous parlez aux maires, et vous savez que la présence de Paul Ryan a été une insulte absolue faite aux femmes durant cette campagne. Et donc ça veut dire que quand vous prenez les Latinos, les Afro-Americans, les jeunes, les femmes, vous avez une nouvelle Amérique en route, et ça explique ces 3% qui basculent. Son plus proche conseiller, je crois que c'est aussi son spin docteur, David Axelrod, qui avait parié sa moustache, de raser sa moustache vieille de 20 ans en cas de défaite de son candidat. Bon, il n'a pas eu à raser sa moustache, mais ce n'est pas le plus important dans ma question. C'est lui qui va chercher ce nouvel élan collectif pour Barack Obama. Ce sont les mêmes de 2008 qui sont à la manœuvre pour 2012 ? Alors les mêmes, oui. Savoir ensuite la part des uns et des autres, j'y suis pas, je peux pas vous dire. Mais ce que l'on sait pour discuter avec des gens qui sont assez proches de cela et qui ont travaillé avec lui, c'est que quand même, le travail est incroyable. Vous savez, c'est un intellectuel, Barack Obama. Et donc dans sa tête, en fait, c'est un universitaire. Et donc il travaille avec des faits, il travaille avec des gens, il travaille avec des hard datas. Et il n'est pas très sensible, je crois, au spin doctor qui, dans un one-to-one, va vous faire basculer. Il lui faut des preuves. Et la façon incroyablement méthodique dont il a mené cette campagne, d'ailleurs, en est la preuve. Parce que quand même, c'est très impressionnant. Tout le nombre, la somme de paris qui ont été tentés et qui ont été réussis, c'est tout de même assez impressionnant. Daniel Vernet, votre regard aussi sur ce côté, un petit peu quand on construit une histoire, un récit Je suivrai ce qui a été dit avec peut-être une limite, c'est que cette volonté intégratrice de Barack Obama, on l'a trouvée déjà au début du premier mandat. Et c'était vraiment ce qui faisait la force de Barack Obama. Et cette volonté s'est heurtée aux réalités
d'un pays divisé, comme on l'a dit tout à l'heure, et aussi d'un pays politiquement très clivé, crispé, avec une opposition républicaine qui ne lui a fait aucun cadeau. Et aujourd'hui, on entend un petit peu le même discours qu'il y a 4 ans, à savoir on va travailler ensemble, je tends la main aux républicains, on a des problèmes que l'on ne peut résoudre que tous ensemble. Mais je ne suis pas sûr du tout que les républicains vont marcher dans cette volonté intégratrice manifestée par Barack Obama. Alors c'est effectivement un autre sujet, mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit donc que, en fait, là où Barack Obama a pris un pari et a été très intelligent, c'est que dans le forward, dans le on continue d'avancer, il y avait l'idée, voilà, j'ai fait des choses, et je ne vous laisserai pas tomber en chemin, et je vais continuer. Et notamment, au moment de l'ouragan Sandy, c'est extraordinaire. Le non-verbal est merveilleux quand il prend cette femme dans ses bras et qui dit « Nous ne vous laisserons jamais tomber et nous continuerons ». En français, ça s'appelle la synecdoque, c'est-à-dire la partie qui vaut pour le tout, qui sont toujours les choses merveilleuses qu'on recherche en communication, parce qu'un petit truc vous permet de dire de grandes choses. Soyez bref, soyez émotionnel. Et bien là, ce petit truc, non, ça voulait dire à tous les Américains, et non pas à cette femme du New Jersey, je ne vous laisserai pas tomber. Ça veut dire que brusquement, si on élit Romney, on insécurise l'Amérique. Parce que lui, est-ce qu'il laissera ou pas tomber les gens? Et donc, ce moment, cet ouragan Sandy a été beaucoup plus important qu'on veut bien le penser. On n'est pas naïf, mais tout ça est-il tellement maîtrisé? Est-ce que le grand vainqueur de cette campagne, c'est encore une fois la communication? Bon, il y a l'argent, la communication. Est-ce que c'est une histoire qui nous gouverne, enfin qui gouverne les États-Unis? Non, parce que si vous regardez bien ce dont nous sommes en train de parler, c'est que nous parlons juste de choses vraies, de choses qui existent, mais qui sont bien racontées, qui sont bien dites, parce qu'il n'y a pas de bonne communication sur du sable. Par contre, lorsque le socle est réel et l'industrie automobile a été sauvée, oui, il y a une réforme de la santé, oui, il y a la promesse d'une meilleure éducation demain. Oui, souvenez-vous quand même de Katrina, il y a quelqu'un qui s'est quand même bien comporté dans ce moment un peu de crise. Donc à ce moment-là, quand l'élève est si bon, bah forcément la communication est surmultipliée. Messieurs, avant de passer au reste de l'actualité et de clore cette page américaine, je voulais avoir votre impression maintenant. L'élection est passée, c'est un président qui est reconduit. Beaucoup étaient pour Barack Obama en France, en Europe. Comment vous avez vécu cette élection et cette page américaine, Jean-Louis? Moi, j'ai trouvé que c'est l'élection présidentielle qui m'a le plus intéressé depuis de très nombreuses années. J'ai trouvé d'abord un pays très clivé, et ce qui rend compliqué parce qu'il y a aussi la manière dont vous parlez, mais à qui vous parlez. Et ces gens-là, je le disais tout à l'heure, sont divisés. Et ce qui m'a frappé dans la campagne, c'est à quel point les Américains s'interrogent sur qui ils sont. En fait, qu'est-ce que signifie être américain? Oui. Et c'est une question qui est venue très très fort dans la campagne électorale et qui quelque part revient à un certain nombre de nos inquiétudes à nous. Votre sentiment? Oui, c'est une question qui apparaît dans les périodes de crise aux États-Unis comme ailleurs et qui effectivement est assez prégnante en ce moment. Je crois qu'Obama a une chance, c'est qu'il ne va pas être candidat dans 4 ans, qu'il ne peut pas être réélu, et que dans ces 4 ans, ou peut-être 2 ans qui viennent, il peut donner véritablement sa dimension. Hervé Baudry. Mais je suis en train de dessiner justement. Posez votre stylo un moment, répondez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Alors, moi j'ai suivi aussi la campagne comme beaucoup de gens, jusqu'à tard ou tôt ce matin, mais j'étais en train de dessiner la pénurie de Coca-Cola, parce que, voilà, on regarde, mais on boit son Coca. Juste pour terminer, moi une chose qui m'a surpris, c'est que je pense que c'est la première élection a-européenne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas anti-européenne, elle n'est pas pro-européenne, elle est a-européenne. C'est-à-dire que, oui, Barack Obama, ça l'intéresse pas, c'est pas sa culture, c'est pas son éducation, c'est pas sa religion. C'est rien du tout, les autres non, et c'est la première élection a-européenne. C'est pour ça que je rappelle ce livre de Daniel Vernet, La Chine contre l'Amérique, parce qu'il y a eu un basculement, comme vous le dites, de ce livre, un pivotement de l'Amérique de l'autre côté. Merci beaucoup, messieurs. Merci Hervé pour ces très beaux dessins. Merci à vous. Alors voilà, pour cette page américaine, on va quand même regarder aussi ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité. Tout cela est résumé dans le tour de l'info par Mounir Soussi. Ils ont dit oui au mariage homosexuel. Ce matin, le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres. François Hollande y voit un progrès pour toute la société. Dans le même temps, les députés UMP appellent à un débat national sur cette question. Jean-Marc Ayrault a promis que le Parlement aurait tout le temps nécessaire pour discuter du texte qui sera examiné à l'Assemblée nationale en janvier 2013.
2 jours après la remise de son rapport, Louis Gallois est venu commenter ses travaux devant le Sénat. Face à la commission des finances, l'ancien capitaine d'industrie a salué les décisions prises par le gouvernement pour doper la compétitivité, devant une opposition plus que sceptique. C'est une opération de communication et rien d'autre, c'est pas des auditions parlementaires. J'avais dit qu'il faudrait qu'à un moment, le relais soit pris par la réduction de la dépense publique. Et le gouvernement a pris cette mesure. Ah, il l'a prise, attendez, il l'a annoncé. Hein. Il l'a annoncé. On regardera comment ça s'applique. Ah oui. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nouvelle pomme de discorde entre socialistes et communistes au Sénat. Aujourd'hui, la Commission des affaires sociales a approuvé le rapport sur le budget 2013 de la Sécu, qui crée notamment un prélèvement sur les huiles de palme baptisé taxe Nutella et une taxation sur les pensions de retraite. Les communistes opposés à cette dernière mesure seront reçus demain à Matignon. Il avait dit qu'il ne choisirait pas. Pourtant, Alain Juppé a affiché une légère préférence dans la course pour la présidence de l'UMP. Le maire de Bordeaux ne s'est pas retrouvé dans certaines positions prises par Jean-François Copé au cours de sa campagne. Oh, je n'ai pas été très heureux de voir s'additionner les mentions du racisme anti-blanc, de la chocolatine, comme on dit à Bordeaux, là, le pain au chocolat, ou encore d'appeler à manifester dans les rues. Je trouve que ça faisait beaucoup. Alain Juppé ne soutiendra officiellement aucun des deux candidats avant le scrutin prévu dans 10 jours. Et au lendemain de la réélection nette de Barack Obama à la tête des États-Unis, Cabu compare la campagne outre-Atlantique avec celle qui se tient en ce moment à l'UMP. Et comme souvent face à l'Amérique, la France ne fait pas tout à fait le poids. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission Déshabillons-les, présentée par Hélène Risser. Belle soirée, à demain, avec plaisir. Monsieur Mitterrand trouve cette Europe floue, cette Europe peut-être molle. Oui. Alors je dirais que... Votre Europe. La mienne ou celle du président de la République que nous sommes en train de réaliser? Celle de M. Giscard d'Estaing, celle de M. Barr, qui est votre parrain, et la vôtre. Les débats sur l'Europe ne datent pas d'hier, mais leur particularité est d'avoir suscité des clivages non pas seulement entre les camps, comme ici entre la gauche de François Mitterrand et la droite de Simone Veil, mais aussi à l'intérieur même des partis. Alors, comment le PS, encore divisé sur ces questions, s'en sort-il? Comment s'expliquent les évolutions de François Hollande pendant et après la campagne? Et y a-t-il eu des maladresses de communication sur ce sujet ô combien sensible de l'Europe? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, François, Jean-Marc et leurs amis en costumes européens, avec nous 4 invités. Jean Quatremer, journaliste à Libération et spécialiste des questions européennes que vous suivez depuis Bruxelles. Gérard Grimbert, spécialiste du PS, pour mettre en perspective les difficultés rencontrées par le gouvernement sur ce sujet. Hubert Ripoll, spécialiste de la psychologie du sport, et oui, j'ai bien dit du sport, auteur de ce livre, Le mental des coachs chez Payot. Vous vous êtes intéressé au management des groupes compliqués que sont les équipes de sportifs et on verra ce que vous pensez du management d'une autre équipe assez compliquée à gérer, celle des députés socialistes sur ces questions européennes. Et puis enfin Sylviane Rémy-Giraud, lexicologue, pour analyser le vocabulaire, les mots sur l'Europe. Alors le premier, ces derniers temps, a incontestablement été celui de renégociation, la renégociation. Le gouvernement a-t-il renégocié ou pas le fameux traité adopté en son temps par le couple Merkel-Sarkozy? Pour commencer l'émission, je vous propose un petit feuilleton. L'épilogue est connu. Le fameux traité a bien été adopté ce mois d'octobre. Mais il y a quelques mois, 10 mois plus tôt, le candidat François Hollande n'était pas de cet avis. Écoutez-le. Cet accord n'est pas la bonne réponse. Donc vous ne l'appliquerez pas? Permettez que j'aille un peu plus loin dans mon propos. Allez-y. N'est pas la bonne réponse ni à l'urgence. Et là, il s'agit des semaines qui viennent pour redonner la confiance
et pour soutenir la croissance. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse non plus pour l'avenir de l'Europe, qui mérite mieux qu'un simple accord sur ce qu'on appelle l'union budgétaire. Si je suis élu président de la République, je renégocierai cet accord pour y mettre ce qui lui manque aujourd'hui. Voilà, donc le traité n'est pas la bonne réponse, il faut le renégocier. Et le message est plus limpide encore, quelques temps plus tard, entre les deux tours de la présidentielle. Donc il y aura de toute manière une renégociation. Ensuite, est-ce que le traité sera modifié? Je le souhaite. Ou un autre traité sera organisé? Ça fait partie de la négociation. Mais le traité en l'état ne sera pas ratifié par la France. Voilà, et là, il évoque carrément l'idée d'un nouveau traité. Quelques jours plus tard, il était du président de la République, mais lors de son premier voyage à Berlin le 15 mai, eh bien, il semble nettement moins catégorique. Je vous propose de l'écouter lors de sa conférence de presse aux côtés d'Angela Merkel. J'ai dit dans la campagne, et je le répète encore aujourd'hui, comme président de la République, que je voulais renégocier ce qui, à un moment, a été établi pour y intégrer une dimension de croissance. Donc la méthode dont nous avons convenu consiste à mettre toutes les idées, toutes les propositions, et voir ensuite quelles sont les traductions juridiques pour les mettre en œuvre. Et c'est au terme de ce travail que je pourrai répondre à votre question. Voilà, et la question était bien entendu, allez-vous modifier le pacte budgétaire? Alors la réponse là est incroyable parce qu'il dit clairement qu'il n'en sait rien, voilà, nous allons voir ce qu'on peut faire, je vous répondrai ensuite. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un rétropédalage, un formidable rétropédalage ou juste la découverte cruelle de la machine bruxelloise? Jean Quatremer. En réalité, dès le départ, on savait qu'il ne renégocierait pas le traité d'union budgétaire. Ah bon, parce que là, quand on a entendu, ce qui est amusant de voir l'évolution du discours, même quand il est ultra catégorique. Mais c'est très intéressant parce que dès le départ, il dit « j'ajouterai une dimension ». Je renégocierai, mais pas forcément sur le fond, mais je rajouterai quelque chose qui manque, qui est la croissance. Le premier extrait est assez intéressant quand il passe à RTL, où il explique bien ce qu'ils veulent faire. Et très rapidement, nous... donc vous voulez dire que pendant la campagne, il joue sur les mots? Il joue, à mon avis, du début à la fin, il joue sur les mots, et on savait dans son entourage, nous à Libération, on l'a fait dès le départ, quand il a annoncé « oui, cet accord est un mauvais accord », etc. Donc on a dit « mais ça veut dire qu'il veut une crise européenne ». Parce qu'un accord européen, ce n'est pas un accord franco-français. C'est négocié à 27, en l'occurrence à 17 au sein de la zone euro. Donc ça veut dire, est-ce qu'il est prêt à aller à l'affrontement avec l'Allemagne? L'Allemagne qui a mis comme condition à sa solidarité financière avec les pays du sud de la zone euro qui sont attaqués par les marchés financiers, la ratification de ce traité. Donc on sait bien qu'évidemment, il n'ira pas à l'affrontement avec l'Allemagne. Et donc on a été voir son entourage, on a fait une enquête, et très rapidement, il nous explique, oui, en fait, ce qu'on veut faire, c'est rajouter un volet. Un volet croissance, et en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire on a rajouté une dimension croissance. Je vous rassure, tout ça était dans les tuyaux bruxellois depuis 8 mois. Oui, ce qu'on a beaucoup dit. Voilà, on a rajouté des éléments, voilà, on les a mis en forme pour sauver la face du candidat François Hollande. Mais dès le départ, Hollande est tout sauf quelqu'un de stupide, et il savait qu'il n'obtiendrait pas la ratification, et il a joué beaucoup sur les mots. Alors justement, parce que c'est vrai qu'avec le recul, c'est amusant de reprendre le film depuis le début, et on a l'impression effectivement que sur RTL, en décembre 2011, il tente encore de jouer sur les mots, mais on a l'impression qu'entre les deux tours, Gérard Grimbert, il se laisse quand même un petit peu emporter. Alors est-ce que c'est par le PS, par l'élan, par la dynamique, par la perspective de la victoire? Parce qu'il évoque quand même l'idée d'un nouveau traité. Il dit renégocier, mais il évoque quand même cette idée-là. Donc on pense bien que c'est ce qui résonne. Oui, il faut bien voir quand même, je partage tout à fait ce qu'a dit Jean Quatremer, il faut bien voir que la position de Hollande était une position politique par rapport à la gauche et par rapport au Parti socialiste. Elle n'était pas par rapport à la construction européenne. Le problème, c'est qu'il faut bien se rappeler que François Hollande a été traumatisé par le référendum de 2004-2005, traumatisé parce qu'au Parti socialiste, il a pris une position en flèche pour le traité qu'on appelait le traité constitutionnel européen, qu'il a gagné un référendum interne, c'était pas facile, qu'il a divisé son parti, qu'après la gauche et le peuple français ont voté non, et il s'est dit plus jamais ça, c'est-à-dire je ne diviserai plus le parti sur les questions européennes. Et donc par conséquent, vraiment, c'est ce qui explique sa position. Il savait bien, à mon avis, que ça se passerait comme ça s'est passé, mais il voulait absolument deux choses,
qu'il a pas mal réussi d'ailleurs. La première, c'est qu'il voulait pendant toute la campagne avoir le parti uni derrière lui sur les questions européennes. Et la deuxième, c'est que comptant effectivement sur les petits camarades européens, malgré tout. Pour le retirer dans l'autre sens, c'est ça ? Bon, vous me donnez mon petit volet croissance, hein, et puis on passe là-dessus. De ce point de vue-là, il a pas mal réussi dans la mesure... Même si avec le recul, c'est quand même un peu cruel de revoir ces extraits où il évoque le nouveau traité, etc. C'est cruel, mais c'est cruel, mais j'ajouterai un dernier mot. Les images sont cruelles. J'ajouterai un dernier mot. Quand on sait ce qu'est le Parti socialiste et ce qu'il a été dans les 20 dernières années, arriver à faire voter ce pacte, quand même, tel qu'il l'a été, très largement, parce qu'on a insisté sur ceux qui n'ont pas voté très largement, c'est quand même un assez beau tour de force. D'accord, donc en partant de ce point-là, finalement, assez loin de son point d'arrivée, il a pas mal mené sa barque, vous dites. Je dirais ça. C'est quand même intéressant, parce que vous dites l'un et l'autre qui savaient dès le départ que finalement le mot renégocier pour lui, ça voulait dire ajouter. Alors c'est une définition intéressante du mot renégocier. Sylviane Rémy, je voulais vous faire réagir à ça. Et puis à la manière dont il l'utilise, parce qu'effectivement, on sent qu'il joue sur les mots, comment il joue, comment le sens de ce mot renégocier évolue. Oui, alors dans quelle mesure le verbe renégocier va se prêter au jeu, hein, voilà. Jusqu'à quel point? Renégocier au départ, il y a quand même ce préfixe re qui veut dire qu'on recommence. Si on dit à un étudiant de refaire sa copie, en principe, on va mettre la première page, la première feuille à la corbeille et il va repartir sur un nouveau travail. Donc ça, c'est l'hypothèse maximale. C'est le sens fort de renégocier. C'est-à-dire, on revient en arrière de l'action qui a été faite. D'accord, voilà. C'est ce que tout le monde a compris d'ailleurs quand il a dit renégocier. Alors, attendez, c'est ce que tout le monde comprend parce qu'il joue sur ce sens fort du verbe renégocier. Mais c'est pas si simple au niveau du lexique en fait. Parce que dès le début, dans votre premier extrait, il dit je renégocierai cet accord pour y mettre ce qui lui manque. Et personne ne dit, mais attendez, si c'est pour y mettre ce qui lui manque, c'est pas pour refaire le traité. Donc, dès ce premier... voilà, donc il nous informe en fait, personne ne l'a bien écouté, c'est quand même dingue. Hein. Oui, alors attendez, après, parce que c'est l'évolution, alors là, effectivement, c'est une mine, c'est une gourmandise pour le lexicologue. Hein. Bon, on s'excuse de prendre du plaisir sur des choses aussi graves. Alors, extrait suivant. Ensuite, est-ce que le traité sera modifié? Oui, il reprend bien ça. Lui demande, et faites bien attention, il dit « je le souhaite ». Donc il est en train de répondre à sa question. Et là, on voit bien qu'il songe à modifier et non pas à recommencer ce traité. Que les journalistes n'écoutaient pas en réalité. C'est très intéressant parce qu'il y a aussi le problème de l'interview politique. Les gens qui interviewent les politiques, ce ne sont pas les spécialistes du dossier, ce sont des journalistes politiques. Oui. Et donc, ils n'entendent pas précisément, effectivement, ces petites musiques, ces mots qui passent d'un registre à l'autre. Et ça, c'est un vrai problème de l'interview politique à la française. Mais alors, nous qui, dans l'équipe, essayons quand même d'écouter, on voit quand même qu'effectivement, il a joué sur les mots, mais on a quand même l'impression qu'à un moment, il s'est un petit peu laissé emporter par quand il dit effectivement nouveau traité, est-ce qu'il avait besoin d'évoquer... Un autre traité sera organisé, c'est pas un traité autre. Et alors, pour terminer sur ces extraits-là, Hubert Ripoll, selon vous, là, comment il gère, comment il manage ce moment psychologiquement? Parce qu'on voit bien qu'il est face aux Français qui l'écoutent, face aux journalistes français. Et puis, il y a aussi Mme Merkel, voilà, à côté. Alors, il gère à sa main, et je trouve que c'est sa grande force. À savoir qu'il y a à peu près 2 à 3 mois que Nicolas Sarkozy s'agite sur l'Europe. Le triple A, que l'on va perdre, la catastrophe européenne. Et là où il est très intelligent, c'est qu'il ne va pas attaquer sur le social. Parce que sur le social, on l'attend, on sait, on connaît quelle est la donne. Et il va aller où? Sur le terrain de l'adversaire. Et le terrain de l'adversaire, c'est lequel? C'est Sarkozy a choisi le lieu de l'affrontement. Et le lieu de l'affrontement, c'est l'Europe. Eh bien, en bon sportif, très intelligemment, Hollande se retrouve là comme à une conférence de presse où il prend la main sur l'auditoire, sur son équipe, pour dire c'est sur ce terrain-là que je vais aller. Alors, en bon sportif aussi, et je ne sais pas qui le coach. Mais il aime le sport en tout cas. Mais en bon sportif, il planifie ses objectifs. Il sait qu'il y a différentes étapes. La première étape, ça se joue avec ses supporters. Ce sont ses mandants. Il va devoir les convaincre, il va leur donner confiance. Il utilise plusieurs fois le mot confiance. Il va falloir qu'il les mobilise. Deuxième chose, le deuxième moment de la démonstration, c'est lorsqu'il sera au Conseil de l'Europe.
Mais ça sera déjà après. Conseil européen. Conseil européen. Alors, bon, pour l'instant, vous dites qu'il s'en était bien sorti. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, effectivement, il a mené sa barque sur ce sujet-là. On reprend le fil du feuilleton. Ah, donc, le 15 mai, il nous dit quand même que ça va être un petit peu plus difficile qu'on l'avait entendu, hein, pas que ce qu'il avait dit, mais que ce qu'on l'avait entendu, qu'il va falloir un peu attendre pour répondre à la question. Et le 23 mai, quelques jours plus tard, eh bien, il se fait carrément le commentateur de ses propres difficultés. À ce stade, pour permettre justement la discussion la plus large, nous n'avons pas évoqué d'instruments juridiques. Donc, les idées sont échangées, et c'est au terme de nos délibérations du Conseil européen de fin juin que des éventuelles modifications de traités peuvent être proposées. Mais à ce stade, il n'y a eu aucune discussion sur des traités existants qu'il conviendrait de modifier ou des traités nouveaux qu'il conviendrait de négocier. Voilà, donc c'est effectivement son premier Conseil européen le 23 mai. Donc là, il n'a pas l'air très optimiste, ou du moins il joue cette carte-là. Mais par contre, le 29 juin, lors du Conseil suivant, eh bien là, ça sent la victoire. D'abord, j'avais, dans la campagne présidentielle, annoncé que je voulais renégocier